Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire proposé par la Commission pilotage et évaluation de l'ADBAU en lien étroit avec la Commission CN46-8 de l'AFNOR. Et voilà, nous avons la chance d'avoir à nos côtés donc Cécile Twitou, qui est la nouvelle présidente de la CN46-8. Et vous l'aurez compris, c'est cette commission qui va être mise à l'honneur aujourd'hui pendant ce webinaire, puisque, et bien souvent, on a des questions des collègues sur cette commission et les liens avec les travaux de la commission pilotage-évaluation de la DBU. Quelle articulation, quels travaux communs, quels travaux distincts. On va essayer de vous présenter un panorama très rapide de toutes ces informations. Et la nouveauté, c'est que là, on va tester un nouveau format de webinaire, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de désactiver, activer votre micro, votre caméra, sachant que voilà, on va essayer vraiment de tenir la première demi-heure pour la présentation et qu'ensuite vous pourrez voilà, poser des questions plus facilement, soit en activant votre caméra, soit en utilisant les outils de chat, comme pour les webinaires traditionnels. Comme c'est enregistré, n'hésitez pas à désactiver votre caméra si vous ne souhaitez pas apparaître dans l'enregistrement, qui sera disponible sur la page web de la DBU. Donc tous ces éléments-là, à mesure que les collègues nous rejoignent, puisque là, voilà, on commence doucement à être un peu plus nombreux. Vous les avez dans les consignes que j'ai mis dans le chat, voilà, au tout début du chat. Et donc, je vais laisser la parole à Cécile Twitou pour nous faire une présentation générale et plus détaillée par rapport au webinaire du 6 décembre, qui était justement proposé par l'AFNOR et qui va entrer plus dans le détail par rapport à tout ce qu'on fait en commun avec la commission pilotage-évaluation de la DBU. Cécile, je te donne la parole. Tu vas pouvoir partager ton support. Oui, merci Nelly. Donc, juste pour ceux qui ne me connaîtraient pas, en fait, je suis effectivement nouvellement présidente de cette commission AFNOR. Je prends la suite de Gaël Denis. Et on est un certain nombre, dont Nelly, qui sommes membres des deux commissions, ADBU et AFNOR. Et donc, voilà, on présente nos travaux. Donc, je vais effectivement partager mon écran et notre support. Donc, on a peu de temps pour le support. Je vais aller assez vite. Il y a beaucoup de textes, vous verrez. C'est surtout aussi pour, par la suite, pouvoir vous référer aux détails. Donc, voilà. Donc, en fait, l'organisation de l'ISO et de l'AFNOR sont un peu, on va dire, hiérarchisées, technocratiques. On verra le terme qui vous convient. En tout cas, où se situe notre commission de normalisation 46.8. Elle est dans un écosystème de normalisation internationale. Donc, vous savez peut-être que notre collègue Grégory Miura est président au niveau international du comité technique TC46, qui donc chapeaute l'ensemble d'un grand nombre de commissions de normalisation, de CN. Donc, Grégory a pris la présidence de ce TC l'année dernière. Et ce TC au niveau international a une commission miroir au niveau français qui est présidée cette fois par Frédéric Joannick-Seta de Rennes 2. Donc, la CN46 chapeaute elle-même un grand nombre de CN, dont notre commission 46.8. Mais il y a d'autres commissions qui traitent d'autres dimensions de l'activité des musées, des bibliothèques, des centres de documentation, et comment dire, le périmètre, le paysage de ces domaines techniques et professionnels est assez large. Donc, nous, au sein de la 46.8, donc moi je suis membre de la 46.8, je crois que j'étais la plus ancienne des membres actuels depuis 2014, avec une présidence de Gaël Denis pour de nombreuses années, qui est de Grenoble, puis
d'abord de Nadine Delcarmine, pardon, voilà, en 2014, puis de Gaël Denis, également de Grenoble, pour les dernières années. Donc cette CN 46.8 qui s'intitule Qualité statistique et évaluation des résultats, donc comme je le disais, qui est rattachée à la CN 46 pilotée par Frédéric. Donc nous avons plusieurs activités, mais dans les faits, aujourd'hui, on va s'intéresser à deux activités principales que j'ai soulignées, donc à la fois les statistiques internationales des bibliothèques et les indicateurs de performance pour les bibliothèques nationales et privées. C'est comme ça qu'elles se présentent. Mais dans les faits, et on verra que c'est un petit peu une des difficultés qu'on rencontre actuellement, on doit également traiter de statistiques et d'indicateurs relatifs aux archives, aux musées et au centre de documentation, voire aux bibliothèques scolaires, qui est une dimension qui va arriver dans notre giron, et voilà, pour lesquels on n'a pas toujours des représentants actifs dans notre commission. Donc l'activité internationale. Donc, en tant que membre de notre commission nationale, on est invité quelquefois à participer aux réunions internationales. Donc j'ai eu l'occasion, par exemple, récemment, mais également Carole de Bonnefond, qui est membre de la commission, ou Nelly ou Gaëlle, on participe, on représente notre CN française de la FNOR dans les commissions internationales. Et donc récemment, il y a eu le lancement d'une nouvelle norme 25-279 pour les bibliothèques scolaires, donc qui sont moins encadrées en France qu'elles peuvent l'être dans d'autres pays. Mais c'était vraiment très intéressant d'assister à cette commission internationale de création de cette nouvelle norme qui a été particulièrement vigilante au respect de la liberté des documentalistes, sachant que vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, il y a pas mal de groupes qui prennent le pouvoir de fondamentaliste sur les acquisitions en bibliothèque scolaire. Enfin, un détail, autre activité internationale pour l'année en cours, la norme 16439 sur laquelle je vais revenir est en cours d'examen systématique. Donc il y a toute une chronologie des normes, de révision, d'examen, de réécriture, et on est toujours dans cette itération, c'est un peu notre travail principal. Donc pour notre commission nationale française 46.8, on vient de terminer sous comment dire, l'orchestration brillante de Gaël Denis, parce que c'était vraiment un travail énorme. Et donc Gaël a vraiment fait travailler tout le groupe sur la traduction de la 2789 en français, et donc qui est disponible, je reviendrai là-dessus, depuis juin dernier. Notre collègue Christelle Quillet finit là aussi un travail énorme qui a pris plusieurs années. On reviendra un peu plus tard là-dessus. Le livre blanc Calibib sur la qualité en bibliothèque. On finalise également une infographie qu'on vous montrera. On va créer un compte Zenodo, on en parlera brièvement. Il y a à venir une journée BNF AFNOR comme tous les ans. Cette année, elle est consacrée à la sécurité des collections physiques et à la sécurité informatique en juin prochain. Et pour nous, le gros travail, ça va être la traduction ou la révision de la traduction de notre deuxième norme importante, qui est la 11620. Ça, c'est les travaux à venir. Donc, les membres, vous voyez qu'on est une petite équipe, et on a fait dans plusieurs instances un appel à contribution. Si vous êtes intéressés, je le dis dès à présent, mais pour venir enrichir notre pool d'experts. Donc, les membres sont appelés des experts. Voilà, donc parmi les plus actifs, Carole de Bonnefond, Christelle Quillet, on a une collègue de la BNF qui vient de nous rejoindre, puisque notre ancien collègue Jean-Charles Pajou vient de changer de poste, et Nelly. Et pour les autorités réglementaires, donc le ministère, Guillaume Hatt pour le ministère de la Culture, ainsi que Pascal Sartel pour le ministère de la Culture. Donc concrètement, je vais juste vous donner un bref aperçu des trois normes, et Nelly prendra le relais sur l'impact, ou en tout cas l'enrichissement transversal que la commission ADBU tire de ces normes. Donc la première, elle est un peu la brique de base, hein, c'est la norme 2789 qui vient d'être révisée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces normes, comme je le disais, elles sont révisées périodiquement. Donc là, on est déjà à la troisième, je crois, version depuis sa création initiale. Et donc, d'abord au niveau de l'ISO, le comité international révise une norme
et propose donc une amélioration, une mise à jour, une meilleure adéquation aux techniques et à l'actualité et aux pratiques des bibliothèques au niveau international. Et après, le comité français euh, mène la traduction. Donc la dernière, comme vous voyez, c'est un gros travail, 110 pages. Elle concerne vraiment des procédures de comptage pour tous les types de ressources et services que les bibliothèques proposent. Donc c'est vraiment très intéressant qu'on peut se référer à cette norme parce que vous allez avoir des définitions et très précises de tout ce qu'on peut compter et qu'est-ce que c'est qu'une statistique en bibliothèque. Et donc notamment, il y a un focus dans la dernière version, donc celle de 2024, autour des notions propres au numérique qui étaient forcément moins prégnantes dans les éditions précédentes. Et donc là, il y a vraiment une définition de tous les indicateurs et les statistiques que l'on peut exploiter à partir des collections numériques, de la consultation des consultations numériques, etc. Je vous montre juste un exemple de quoi ça a l'air. Donc concrètement, il y a des définitions, donc des généralités qui sont intéressantes pour la culture professionnelle en fait, qui nous font un point en fait au niveau international, donc sur une culture professionnelle qui est partagée par tous les bibliothécaires du monde entier. Donc après cette définition, ce qui est introduit par ces généralités, je vous ai montré un exemple pour ce paragraphe sur les sur les documents numériques. Et donc, pour chaque élément, il y a une définition et puis la façon dont on doit compter, par exemple, le nombre de visites. Donc là, c'était un exemple, vous pourrez vous y référer plus tard si vous le souhaitez. Et du coup, Nelly, c'est à toi. Hop. Alors, donc très rapidement, ne serait-ce que cette norme ISO 2789, eh bien, on la retrouve en permanence dans les travaux de la commission pilotage évaluation, puisqu'on s'occupe de l'ESGBU et de l'évolution des consignes. Donc, depuis plusieurs années, c'est une source d'inspiration pour consolider les définitions et on essaye voilà, de les faire évoluer en lien avec la mise à jour de cette norme. Forcément, dès lors qu'il est question de définition, eh bien, tous les travaux autour des indicateurs, et notamment les travaux qui ont été menés depuis quelque temps, donc entre les deux commissions, pilotage, évaluation et recherche, la commission recherche de la DBU, on a réfléchi à des indicateurs de moyens et d'activités autour de la science ouverte. C'est quelque chose, voilà, vous aurez très bientôt, voilà, en 2025, une date pour présenter un bilan des travaux qui ont été menés à ce sujet et voir comment on peut aller plus loin avec ces fiches indicateurs. Ces définitions de la norme ISO ou de l'ESGBU, on va les utiliser, les confronter pour avoir quelque chose qui peut être comparable à une échelle internationale, et c'est ce que permettent justement ces normes. La difficulté, par contre, c'est que on n'a pas forcément une évolution dans le même temps entre les consignes de l'ESGBU et entre les mises à jour des normes ISO à l'échelle internationale. Nous ne sommes pas les seuls pays concernés, puisque il y a quelque temps, hein, donc de mémoire c'était l'année dernière, il y avait une interrogation qui avait été faite auprès des différents pays concernés. Est-ce qu'ils utilisaient d'ores et déjà l'évolution des définitions de la norme ISO 2789 donc dans leurs consignes de saisie dans chaque pays? Donc c'est toujours difficile et voilà, c'est un problème sur lequel on essaye d'être vigilant dans chaque pays parce qu'il y a une familiarisation aussi nécessaire par rapport à l'évolution de ces normes au sein de chaque voilà, pays. Par ailleurs, la récente mise à jour de l'étude sur les indicateurs européens, on n'a pas forcément pu prendre en compte cette évolution des définitions parce qu'il fallait rester pardon, sur
des indicateurs communs observables sur 10 années d'affilée. Donc, si on avait changé les définitions, les indicateurs, on aurait perdu les données comparables sur 10 ans. Donc, voilà toute la difficulté à laquelle on peut être confronté pour traiter ces sujets. Cécile, tu peux passer à la slide suivante. Et je te laisse la parole. Oui, merci Nelly. Donc effectivement, ce qu'a dit Nelly est vraiment extrêmement important. Donc pour les personnes qui ne sont pas familières avec l'évaluation, c'est vrai que ce que disent les normes et qui est vraiment important de retenir, c'est qu'il faut l'intérêt d'une norme, c'est de fixer en fait des méthodes, euh, en l'occurrence ici pour l'évaluation des méthodes de comptage, des méthodes de construction d'indicateurs, et donc la comparabilité elle est vraiment fondamentale. L'intérêt d'une norme, c'est de pouvoir se comparer à son voisin, en fait. De se comparer, ce que fait l'étude sur les indicateurs, on se compare avec des pays européens. On peut se comparer ce que fait l'Observatoire de la lecture publique, par exemple, ou dans le SJBU. On peut se comparer sur certains indicateurs à des établissements qui seraient comparables en termes de budget, en termes de taille, etc. Donc la comparabilité à la fois diachronique, c'est-à-dire dans le temps, et synchronique, soi-même, on peut se comparer à d'autres, et le fondement de cette activité d'évaluation. Donc la deuxième norme qui est moins justement dans ces questions de comptage, elle est plus, elle approche plus des notions de process. Donc c'est la 11620, son petit nom. Donc là, il y a un petit gap actuellement. Donc on a vu que pour la 2789, on est au même niveau que la norme internationale. Pour la 11620, ça va être notre gros chantier de 2025, c'est la traduction. Parce qu'au niveau de l'ISO international, il y a eu une nouvelle version en 2023. Et pour la France, on est encore à la version 2008. Donc notre travail pour 2025, ça va être de reprendre la 2023 et de la traduire. Donc les changements, ils sont marginaux, dans le sens où peut-être que 20% du texte va être changé, mais ces 20%, ça permet vraiment une actualisation des pratiques, enfin de la description des pratiques. Et donc cette norme 11620, elle s'intéresse particulièrement à la performance. Et la performance, elle est prise dans un sens de qualité, donc qualité du service, des collections et des espaces, et la qualité perçue par les usagers. Donc qu'est-ce qu'on appelle qualité? Et donc on verra tout à l'heure que le travail sur Calibi permet d'enrichir cette réflexion que propose la 11620. Donc qualité, efficacité et efficience. C'est un peu les trois gros piliers de la 11620 qui décrit les processus. Qu'est-ce un service efficace? Qu'est-ce qu'un service efficient? Et comment on peut rencontrer la qualité attendue par les usagers. Donc ça, c'est la 2789. Et pardon, voilà. Et donc à nouveau un exemple. Donc ça m'embête. Donc voilà, par exemple pour la question des places assises par personne. Donc ça, c'est un indicateur que propose la 11620 parce que selon le ratio qu'on va obtenir de places assises par étudiant ou par usager en lecture publique. Oui, j'ai pas assez insisté, ces normes, elles s'adressent vraiment à l'ensemble des bibliothèques, à la fois académiques, comme disent les Américains, mais aussi de lecture publique. Donc, c'est un peu la difficulté. On parle de choses assez différentes, donc, du coup, les définitions sont assez larges pour pouvoir concerner à la fois une bibliothèque de lecture publique et une bibliothèque académique. Donc, pour cette question tout juste un exemple pour vous permettre de comprendre, des places assises par personne, à la fois, on définit l'objectif de cet indicateur. Quel est l'intérêt de pouvoir définir de façon normalisée et de pouvoir se comparer le nombre de places assises par personne. Et ensuite, à la fois le domaine d'application, la définition de l'indicateur. Et vous voyez que la méthode, elle est très précise parce qu'elle va vous donner un mode de calcul. Et donc, la norme 620, pour un grand nombre, plusieurs dizaines d'indicateurs, elle vous donne comme ça à la fois l'objectif de cet indicateur, sa définition et ses méthodes de calcul. Alors, Nelly. Merci Cécile. Donc, effectivement,
pour la norme ISO 11620, là, on est sur des indicateurs et bah, ça fait partie de toute la liste des indicateurs qui est présente dans cette norme. Elle a été également la source d'inspiration pour tout ce qui relève de l'ESGBU. Et comme vous avez pu le voir, maintenant, il y a une page indicateur. Voilà, on a ces indicateurs de performance qui font partie des attentions depuis la création de l'ESGBU, puisqu'au départ, on pensait vraiment indicateur de performance. On le retrouve automatiquement dans l'étude sur les indicateurs européens, qui est une étude sur des indicateurs de performance. Et donc, quand il a été question de choisir des indicateurs communs, on a été directement puisé dans cette norme ISO pour se comparer autant que possible avec nos voisins européens. Et dès lors qu'on réfléchit à des fiches indicateurs de performance, eh bien, on va aller regarder cette norme ISO 11620. Mais pareil que pour les définitions, quand on construit un indicateur, eh bien, on va être confronté à un décalage grandissant entre les, on va dire, les versions précédentes de cette norme, où on se dit, ben, un instant T, on va choisir cet indicateur pour un suivi sur plusieurs années, et la mise à jour de la dite norme, euh, avec parfois des suppressions d'indicateurs en cours de route. Donc, pour vous donner un exemple très simple, eh bien, la dernière version anglaise de la norme ISO 11620, qui n'est pas encore traduite en français, on avait initialement un ratio entre les dépenses autour de la documentation et les dépenses pour tout ce qui est coût RH. Cet indicateur-là existait dans les versions précédentes et il a disparu dans la dernière mise à jour. Donc ça, voilà, ça illustre l'évolution des indicateurs. Ce qui nous paraissait important il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui. Et nous, bah, pour les indicateurs européens, si on voulait une observation sur 10 ans, c'est pareil que pour les définitions, il y a un décalage qui se fait au fil des ans et on doit être attentif pour que ce soit de moins en moins le cas pour les prochaines éditions, ne serait-ce que pour l'étude sur les indicateurs européens ou ce qui se passe dans le SGBU. Cécile, je te laisse la parole. Vas-y. Alors, la troisième norme qui a fait beaucoup de bruit, en fait, quand elle est sortie en 2014 en anglais, je ne sais pas si vous voyez cette barre qui, moi, se superpose à mon écran. C'est la norme sur l'impact des bibliothèques. Donc, à l'époque, c'était Nadine Delcarmine qui présidait cette commission. La notion d'impact en bibliothèque était une notion assez récente, hein, même si dans l'évaluation des politiques publiques, c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans l'évaluation courante des politiques publiques en général. Pour les bibliothèques, c'était quand même assez nouveau. Du coup, Nadine avait décidé qu'on pourrait plutôt rédiger un livre blanc. Donc, vous savez qu'il y a un problème, enfin un problème. Il y a une difficulté d'accès aux normes qui sont payantes et qui sont très chères. Donc, toutes les bibliothèques, notamment en lecture publique, peut-être celles qui ont des budgets d'acquisition les plus réduits, ne peuvent pas acquérir ces normes. Et du coup, il y a cette barrière en fait à l'accès à la littérature de la normalisation qui est quand même très important et qu'on ne peut pas négliger. Et donc l'idée d'écrire ce livre blanc, c'était justement d'acculturer la collectivité, j'allais dire les collègues, aussi bien en lecture publique qu'en bibliothèque universitaire, à cette notion d'impact. Et donc écrire un livre blanc permettait de publier librement les concepts de la norme et de ne pas avoir cette barrière du coût d'acquisition. Donc le livre blanc, pardon, il est ici, il est disponible, vous aurez le lien
dans le support. Il a été déposé dans la bibliothèque numérique de l'ENSID et ça me donne l'occasion de parler de cette question du dépôt des documents. Donc, on est en train de réfléchir avec Nelly et les membres de la commission à créer un, un, un répertoire Zenodo spécifique à la commission AFNOR. Vous savez qu'il y a un répertoire Zenodo pour la commission ADBU, évaluation et pilotage, où de nombreux, vous êtes invités tous et toutes à déposer vos documents d'études, d'enquêtes, questionnaires, etc. On voudrait faire la même chose pour la CN 46.8 parce qu'on n'a pas d'endroit vraiment, alors, en tout cas la plateforme de l'AFNOR ne nous permet pas de déposer l'ensemble de ces documents. Donc voilà pour le livre blanc. Autre, autre, autre document j'allais dire d'acculturation, de vulgarisation de ces concepts d'impact. On a créé une infographie. Alors là, arrêtez le partage et partagez maintenant l'infographie très rapidement. Elle est là. Donc, on a fait une infographie qu'on va diffuser qui permet de se dire, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire mesurer l'impact de la bibliothèque? Et comme c'est un terme qui fait un peu peur parce que on a l'impression de se lancer dans des travaux de sociologue ou d'ethnographe presque, on a voulu un petit peu décomposer les actions à mettre en œuvre une évaluation de l'impact et voilà, se dire qu'on pouvait tous à sa mesure, se lancer dans la mesure de l'impact d'un élargissement des horaires, de la proposition d'une nouvelle action, d'un nouveau service, d'une nouvelle collection. Donc je vais pas présenter plus avant cette infographie, mais du coup, elle permet de faire un pas à pas. Comment on fait quand on veut se lancer dans cette démarche de mesure de l'impact, de choix de la méthodologie, choix des indicateurs, et comment on fait pour mesurer finalement, souvent par des questionnaires ou de l'observation, ou aussi par de la mesure de fréquentation, quel est l'impact de notre bibliothèque. Donc, cette infographie permet également, je ne peux pas descendre plus bas, voilà, elle se termine par une bibliographie avec beaucoup d'éléments synthétiques pour se lancer dans cette démarche de mesure d'impact, ainsi qu'un glossaire. Donc, je reviens, pardon, au support et je vais passer la parole à Nelly sur les travaux de la DBU sur la question d'impact. Merci Cécile. Alors, donc déjà, lors du précédent mandat, où j'étais responsable de la commission, on a suivi plus attentivement les travaux de la CN 46.8, ne serait-ce que pour mutualiser ce qui peut l'être. Et ça a notamment été le cas pour tout ce qui était réflexion sur les méthodologies d'enquête. Et la journée d'études dédiée en mars 2024, donc l'année dernière, qui était une journée d'études miroir de celle qui avait été organisée, entre autres par la CN 46.8 au mois d'octobre 2024 et qui réfléchissait à tout ce qui permettait de mesurer la fréquentation. Sachant que là, on est directement dans l'inspiration de la norme 16 439, à savoir comment on combine différents dispositifs d'évaluation, sachant que certains vont recueillir des données induites, d'autres des données sollicitées, donc c'est les enquêtes de satisfaction par exemple, et les données observées, c'est tout ce qui est observation des comportements, méthode UX, etc. Et cette norme préconise vraiment de ne pas se contenter d'une seule méthode, mais au contraire de multiplier les méthodes pour affiner l'analyse de ce qu'on peut observer via ces différentes données. Du coup, ça nous a permis, et c'était une première, de réfléchir à des journées d'études miroirs et de poursuivre la réflexion
sur des dispositifs qui changent un peu en termes de méthodologie. Et on le voit par exemple avec le récent webinaire sur Project Outcome, qui est clairement sur plutôt des indicateurs de ressenti, alors que la norme 11620, on était sur des indicateurs de performance. Et ça, c'est très important parce que maintenant, il y a vraiment un lien à faire entre les différentes normes. Elles étaient beaucoup plus indépendantes les unes des autres auparavant et on le ressent dans les mises à jour récentes. Il y a des renvois systématiques d'une norme à l'autre et la commission pilotage évaluation essaye aussi de faire ces allers-retours et de combiner autant que faire se peut les différentes normes à notre disposition. Alors forcément, quand on parle d'enquête, d'association des usagers, c'est lié directement au dispositif Service Public Plus, qui vraiment valorise les établissements qui déploient des méthodes UX, qui cherchent à développer voilà, des enquêtes de satisfaction régulières et un plan d'action à mettre en œuvre, et tout ce qui relève des indicateurs de ressenti qui vont être mis en ligne sur voilà, la plateforme de la DITP. Par ailleurs, eh bien, il y a un dossier commun qui est celui du référentiel Calibib, initié au sein de la CN 46-8, donc avec différents collègues émanant soit des BU, de la lecture publique. Et l'objectif a été de grossir le groupe de travail avec des membres de la commission pilotage-évaluation qui ne participaient pas aux échanges au sein de la CN 46-8. Donc ça, c'est Christelle Quillet qui pilote ce groupe de travail et ça a permis de bien avancer sur ce sujet et de programmer un webinaire à venir là au premier semestre, comme vous l'a indiqué Cécile tout à l'heure à ce sujet. Par ailleurs, dans le SGBU, il y a eu un impact aussi, puisque à présent, nous avons un bloc connaissance des publics qui recense tout dispositif d'enquête réalisé dans chaque structure documentaire par an. Et donc, depuis quelques années maintenant, on a des chiffres là-dessus et on sait à peu près qui est ciblé via ces enquêtes, par exemple. Donc, c'est un plus qu'on n'avait pas auparavant. Et la commission pilotage-évaluation a travaillé à la création de ce bloc connaissance de public sous le pilotage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Toutes ces actions seront bien sûr poursuivies, affinées pour le mandat 2025-2027. Cécile, je te laisse poursuivre. Ça on peut parler à deux voix d'ailleurs, puisque, et je vais aller très rapidement là-dessus, puisque Cécile, tu en as déjà parlé tout à l'heure. Donc, la commission pilotage évaluation, on a déjà une plateforme Zenodo. Là, on vous a listé ce qui est déjà présent sur cette plateforme, qui est parfois travaillé avec la CN 46-8, mais pas que. Et l'objectif serait aussi d'avoir un espace similaire pour la CN 46-8 parce qu'il y a des documents qui sont vraiment travaillés au sein de cette commission et pas au sein de la commission pilotage-évaluation. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'infographie. Celle-ci est vraiment le produit de la CN 46-8. Oui, Cécile, tu as et des choses à ajouter? oui, simplement Vas-y. de garder en tête que la CN 46-8, elle traite d'un grand nombre de secteurs, j'allais dire professionnels, en tout cas, et à la fois des bibliothèques de lecture publique, je l'ai déjà dit, les bibliothèques scolaires, mais aussi les musées, etc. Donc, effectivement, l'idée d'une plateforme propre à la 46.8, c'est qu'il y a beaucoup de documents potentiellement qui pourraient concerner d'autres bibliothécaires dans d'autres domaines que les seules bibliothèques universitaires. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien distinguer les travaux des deux commissions qui ont des recouvrements, des choses similaires, mais on a aussi des choses spécifiques. Et notamment, vous savez que sur le plan que fait l'Observatoire de la lecture publique au ministère de la Culture, piloté par Guillaume Hatt, qui est membre de la commission, est très important. Il y a beaucoup de réflexions aussi. Il y a une refonte de leur côté du grand questionnaire de collecte des statistiques qui est en cours.
Donc voilà, c'est un travail aussi qui est fait, qui est très précis et utile et qui nous permet aussi d'éclairer notre propre pratique dans les baies. Alors, pour finir, parce qu'on veut garder aussi du temps pour les questions, Nelly, tu voulais du coup Donc, conclure? voilà, très rapidement, vous voyez qu'il y a voilà, des points où on travaille ensemble. Donc là, vous avez le listing de ce qui est réalisé avec, voilà, entre les deux commissions. Donc on n'y revient pas puisqu'on en a déjà parlé pendant la présentation. Tu peux passer à la slide suivante, Cécile. Voilà, pareil. Là, on vient de le dire. Il y a des choses qui sont par contre distinctes, et en particulier bah, les échanges interprofessionnels, puisque la CN 46.8 intègre les questions autour des archives, des musées. Donc on peut passer aussi à la slide suivante. Et bah, justement, par rapport à ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une bonne représentativité voilà, des bibliothécaires, soit de l'ESR, soit de la lecture publique au sein de la CN 46.8. Par contre, on manque voilà, de professionnels émanant voilà, de domaines professionnels qui sont très intéressants et avec lesquels on a intérêt à travailler plus étroitement, à savoir les archives et les musées. Et l'intérêt aussi de croiser nos travaux entre les deux commissions, c'est que bah, les membres de la commission voilà, ADBU, forcément, on n'a pas des échanges aussi réguliers avec les acteurs de la lecture publique, puisqu'ils ne sont pas membres des commissions. Et c'est pareil, les ministères ont un représentant au sein de la CN 46.8 qui voilà, a la possibilité de participer aux échanges, aux travaux. Et ça, c'est vraiment un plus. Et on va y revenir, je pense, lors des échanges avec les participants, puisque voilà, on a notamment Guillaume qui est présent et qui pourra aussi intervenir s'il le souhaite pour cet élément-là. Par ailleurs, on a des effectifs qui sont importants pour les commissions ADBU. C'est moins le cas pour la CN 46.8, mais il y a tout le réseau international derrière qui peut voilà, être en appui, et on y reviendra, je pense, pendant les échanges. Pareil pour le budget. Là, on a plus de visibilité sur ce qu'on peut faire au niveau de la commission ADBU, en particulier pour tout ce qui est programmation scientifique ou études à mener, études thématiques. La CN 46.8 de l'AFNOR, c'est plus compliqué et on pourra y revenir également. On peut passer à la slide suivante. Là, je vous ai rapidement mis des éléments d'information sur ce qui a changé par rapport aux normes ISO 2789 et 11620. Et nous, on est attentifs à cette évolution-là, et en particulier avec le lien avec le secondaire qui est plus important, les renvois vers des textes de l'UNESCO, etc. Ces choses-là n'apparaissaient pas dans les précédentes versions. Donc, c'est important voilà, d'en prendre compte pour tous les travaux qu'on mène au sein des deux commissions. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Et donc, il nous reste voilà, du temps pour les échanges. Donc, vous allez pouvoir réactiver vos micros, vos caméras. Merci beaucoup. Très bonne journée. Et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous présenter mes meilleurs vœux. À très bientôt.